Bonjour Pascal, bonjour Marie-Ève. Salut. Contente de se retrouver ici pour un live. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale pour un sujet d'envergure, je vais dire ça comme ça, qui n'est pas le moindre, c'est l'achat local. Puis on voulait s'entretenir avec toi, Marie-Ève, parce que c'est un sujet, je pense, qui te tient à cœur de par tous les chapeaux et ton expérience. Mais avant, pour te faire découvrir au sein de la communauté, parle-nous un petit peu de toi, de ce que tu fais, de tes entreprises, qui tu es en fait. Parle-nous de toi. OK, parfait. Merci Caroline, merci Pascal, merci de l'invitation. C'est toujours une chance là, de faire partie d'une tribune puis de pouvoir s'exprimer. Bonjour à tous, tout le monde qui nous regarde en ce moment ou plus tard en différé. Donc, moi, je suis Marie-Ève Lejour, je suis présidente fondatrice de la Savonnerie des Diligences que j'ai cofondée il y a presque 18 ans maintenant et de laquelle je suis actionnaire unique depuis 10 ans. Donc, la savonnerie, c'est quoi? Ben, il y a sûrement encore des gens qui ne connaissent pas, mais en réalité, nous, on fabrique des savons, des produits corporels naturels, donc depuis 2005, qu'on distribue dans 350 points de vente, qu'on vend en ligne via notre site web, qu'on vend aussi dans nos boutiques. On a maintenant 2 boutiques, une à Eastman, au cœur villageois, là, avec la station, donc au 439 rue principale, puis une nouvellement installée à Hartford. On fabrique aussi des produits sur mesure. Donc ça, c'est le portrait de l'entreprise aujourd'hui, près d'une trentaine d'employés, entre 4 et 500 000 savons fabriqués par année, selon les années. Tous à la main, pas de mécanisation, dans une usine de 10 000 pieds carrés là, qu'on a acheté puis rénové, donc acheté en 2009, rénové en 2021, agrandi. Là, je suis justement dans mon bureau. Je me suis gardé le petit bureau du coin, là, celui que tu vas te consulter toutes les autres personnes et tu n'as pas trouvé ta réponse. Fait que Une sage décision. Exactement. Donc, la savonnerie, je pense qu'on est reconnu pour nos produits de qualité, c'est sûr, pour notre créativité, mais aussi pour nos pratiques d'affaires humaines, puis où est-ce que je pense qu'on réfléchit à toutes les actions qu'on pose puis aux choix qu'on fait. Puis je pense que c'est pour ça que les gens continuent de nous choisir au quotidien parce que faire le choix d'un produit de consommation, c'est une chose, mais quand on sait que derrière ce produit-là, il y a déjà tous les autres choix, décisions conscientes, éclairées, qui est aligné avec nos valeurs. Donc, on fait plus qu'un choix. Puis c'est ça que je pense qu'on explore aujourd'hui. Puis pour moi, c'est un sujet vraiment passionnant. Ça m'anime dans tous les pores de mon être. Merci beaucoup d'être là. Puis c'est le fun que tu aies nommé ça parce que, tu sais, nous, on tenait à te remercier d'être avec nous, mais d'être avec nous en tant que cliente aussi. Tu sais, on fait une relation d'affaires ensemble plus qu'une relation d'affaires, on en a développé une amitié. Puis c'était important pour nous de s'entretenir avec toi sur justement. Tu sais, nous, on a une essence par le métier qu'on fait d'achat local. On encourage l'achat local. Puis je pense que de nous le verbaliser, c'est une chose en tant que fournisseur d'articles promo, mais d'aller vraiment dans la réalité des entrepreneurs, qui sont les fournisseurs ou qui sont les boutiques qui mettent ces produits-là de l'avant. Je pense que c'était un choix conscient de notre part, puis on avait la meilleure porte-parole en toi pour délivrer ce message-là. Alors, allons dans le sujet. Ce qu'on voulait annoncer aujourd'hui, c'est la réalité en arrière de ces choix-là qu'on fait en tant que consommateur sur nos achats locaux. Peux-tu nous parler un peu de la réalité en ce moment actuel, en 2023, post-pandémie, de l'achat local pour les boutiques, pour les commerçants, pour les boutiques de centre-ville, les choses comme ça? C'est quoi les retombées ou les conséquences réelles en ce moment, le portrait global, bref, de cette réalité-là? OK, parfait. En fait, je vais partager mon analyse, Caroline, mais moi, je ne suis pas économiste, ni sociologue, ni même politicienne. Fait que je vais te partager ce que moi, j'ai remarqué, puis aussi ce que j'ai eu l'occasion de partager avec des clients, des fournisseurs, des amis, plein d'autres gens de la communauté entrepreneuriale, finalement. C'est assez riche de partage. J'en discute déjà, je te dirais, activement depuis 1 an. Moi, j'ai remarqué
dès mai 2021 un ralentissement. Donc, ça commence par un ralentissement post-pandémie. Il faut dire qu'à la pandémie, ça avait été plutôt une accélération, là, tout ce qui touche les achats locaux, ça a été quand même bien maîtrisé là, par le gouvernement. Puis on a quand même entendu dans le discours public l'importance de soutenir les commerçants locaux. Puis étant donné qu'on ne peut pas sortir, ça s'est beaucoup passé sur le web. Donc, mais pendant que les boutiques physiques, oui, ont souffert quand même beaucoup en pandémie. Mais dès 2021, moi, j'ai remarqué que ça s'est soufflé un petit peu. Puis là, ben, il y avait plein de théories, tu sais, puis on ne savait pas à ce moment-là si ça allait être temporaire, permanent, une grande tendance, si c'était juste localisé dans notre secteur, si c'était un petit peu partout. Mais tu sais, nous autres, chaque mois, on était typiquement en croissance depuis 2013. Chaque mois, ça diminuait un petit peu. Donc, par rapport à le mois équivalent l'année d'avant, ou mettons 2 années d'avant, parce qu'en 2020, on l'a juste exclu finalement rapidement de toute forme de prévision parce que c'était une année juste déclassée finalement. Ouais. Mais là, on se disait, bon, c'est juste l'effet des masques. Là, on a enlevé nos masques, ça va revenir, tout ça. Après ça, on se disait, ben Noël s'en vient, ça va revenir. Puis, en réalité, depuis début 2022, là, on voit vraiment plus un ralentissement s'installer. Puis, avec la hausse des taux d'intérêt, il y a eu un mouvement d'inflation, là, c'est pas moi qui l'annonce, là, connu. Donc, il y a eu une hausse, dans le fond, le gouvernement volontairement en demandant à la Banque du Canada d'augmenter les taux d'intérêt, a provoqué un mouvement volontaire d'inflation. Puis il y avait aussi eu les coûts d'essence, donc il y a eu d'inflation dans tout un petit peu les prix à la consommation. Ça s'est beaucoup répercuté sur notre panier d'épicerie. Puis ça s'est répercuté, tu sais, inflation plus hausse des taux d'intérêt. Dans le fond, ça s'est reflété dans le porte-monnaie de nos consommateurs directement. Là. Donc, qui ont diminué leur pouvoir d'achat, puis qui avaient juste moins d'argent pour boucler leur budget et donc qui ont dû faire d'autres choix. Alors, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ben, c'est pas, là, je te parle pas, c'est pas une généralité, c'est pas tout le monde qui a fait ces choix-là. Non. Puis, on n'est pas là pour classer les gens dans un clan ou dans un autre. C'est juste vraiment le portrait global de ce que toi, tu ressens aussi au niveau de ta réalité de boutique. Oui, donc ce qu'il y a eu, c'est une diminution de fréquentation. Donc, ça s'est traduit, oui, par une baisse globale un petit peu de chiffre d'affaires, mais je dirais surtout une diminution de fréquentation. Tu sais, les gens qui continuent à fréquenter, continuent à acheter le plus possible, puis il y en a une autre gang qui ont un peu délaissé les commerces indépendants pour retourner plus dans les grandes surfaces pour plusieurs raisons, probablement par perception de prix plus bas. C'est ce qu'ils pensaient qu'ils allaient économiser. Maxi et compagnie, Costco, Walmart, plus bas prix. Je vais aller one-stop shop peut-être pour se simplifier la vie. Puis, encore là, je ne parle vraiment pas de jugement. Là. Je peux vous dire que moi aussi, j'ai dû y retourner en pandémie à certaines reprises pour certains produits. J'ai dû faire des choix. J'ai arrêté d'acheter de la bouffe crue pour mon chien parce que j'avais juste plus les moyens. Ils ont décuplé le prix de ce produit-là, par exemple. Donc, moi, si j'ai fait ce choix-là, il y a peut-être des gens qui n'avaient plus non plus les moyens de se permettre d'acheter mes savons, par exemple. Donc, il y a eu un mouvement, je dirais, où est-ce que les gens sont retournés un petit peu dans les grandes surfaces. Aussi parce que les grandes surfaces se sont adaptées, depuis quelques années. Elles offrent plus de produits écologiques, plus de produits québécois. Donc, le producteur, si le fabricant que moi j'encourageais ou la marque de commerce que moi j'aime, elle se trouve maintenant chez mon épicier du coin, j'ai plus besoin de faire 2 places. Il y a peut-être aussi cet aspect-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui magasine dans les épiceries bio, les magasins généraux écologiques du tout. Là. Ça veut juste dire qu'il y a eu un certain mouvement, il y a des consommateurs qui ont fait d'autres choix ou qui ont été obligés de faire d'autres choix parce que leur pouvoir d'achat a diminué. Donc, ça, c'est ce que j'ai remarqué. Alors là, devant tout ça, nous autres, comme entreprise, on s'est positionnés,
On a commencé par retourner dans nos points de vente puis leur poser des questions. On a remarqué que nous, spécifiquement pour notre secteur, il y avait eu beaucoup de nouveaux joueurs de savon, de chandelles, tout ça en pandémie. Les gens qui ont commencé à faire du savon un petit peu par hobby, il n'y avait rien à faire à la maison, puis qui ont commencé à en mettre en marché. Puis on s'est dit, dans le fond, c'est correct aussi. Nous, on est les vieux, là, ça fait 18 ans qu'on fait ça. Les magasins ont besoin de se renouveler. On pourrait, nous, être les nouveaux de quelqu'un d'autre. Fait que nous, de notre côté, on a dit, ben on va aller voir du côté de l'Ontario, voir s'il n'y a pas des opportunités là-bas, parce qu'on a toujours eu vraiment le souci de développer le plus localement possible. Donc, on s'était on avait que étendu notre distribution au Québec. Mais c'est qu'on n'avait jamais eu la capacité de production, même de penser à aller ailleurs. Puis par choix, on n'avait pas voulu y aller. Mais en même temps, de l'autre côté, on ne peut pas diluer le marché, dans le sens qu'on ne veut pas comme se mettre à rentrer notre produit partout dans toutes les épiceries, dans tous les magasins, chez le concurrent d'en face. Ça aide personne dans ce temps-là. On veut que nos dépositaires avec qui on travaille depuis plusieurs années déjà, ils continuent à avoir une forme d'exclusivité sur notre catalogue de produits. Fait qu'on est vraiment dans cette valse-là, pas évidente. Finalement, c'est pas qu'on ne va pas en Ontario, mais ça va être plus lent. C'est moins facile qu'on pensait. Puis on s'est rendu compte qu'à force de retourner voir nos clients au Québec, c'est pas vrai qu'on peut pas développer avec eux. Il y a plein de choses qu'on peut faire si on est vraiment à l'écoute. Fait que ça, c'est notre... Après tout 2022, avoir brassé à droite, à gauche, traduit des documents pour aller en Ontario, être allé en Ontario, venu, puis avoir parlé à tout le monde, je te dirais qu'on est à peu près là dans le milieu, à se dire, il y a encore beaucoup de possibilités de connexion, puis de comprendre c'est quoi la réalité de nos magasins, qu'est-ce qu'ils vivent, puis de s'adapter, puis de leur fournir de l'aide, des outils, puis d'être présent pour eux. Là, on est plus dans ce mindset-là là, en ce moment de connecter avec eux, puis de voir, de répondre à leurs besoins. Puis, tu sais, dans cette énergie-là de te renouveler, de toujours comme chercher à aller plus loin, puis, tu sais, tu aurais pu faire le choix avec ce ralentissement-là que tu sentais de garder juste une boutique, celle d'Eastman. Qu'est-ce qui a alimenté ton choix d'aller vers Offord? Pour ceux qui ne connaissent pas la géographie, là, c'est pas très loin, Offord et Eastman, mais des fois juste assez loin pour avoir des marchés différents. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé en 2023, fin 2022, je pense, fin 2022, d'ouvrir une nouvelle boutique avec Pignon sur rue? Bien, en réalité, ça fait longtemps qu'on commence à réfléchir à la possibilité d'avoir d'autres boutiques. On pense à Montréal, on pense à Sherbrooke, mais je pense que la boutique Offord, c'est vraiment venu d'un éclair d'un employé, spécifiquement Patrick, qui habite à Offord, qui est notre gestionnaire de boutique. Puis il y a comme une énergie de développement, puis de partenariat, de partenaires cool, en fait, à Offord. Il y a comme quelque chose qui se passe là en ce moment avec... quand on brasse Géogène, puis là, il y a le pied sportif qui est ouvert, puis il y a Dora qui s'est installé. Puis en tout cas, il y a beaucoup de... Ça bouge, en fait. Il y en a plein d'autres aussi que je n'ai pas nommés. Pastel Fumo, il y a Centris qui est ouvert. Tu sais, il y a comme... ça bouge beaucoup. Puis on s'est dit... Là, il y avait un local de livres, puis on s'est dit... on a fait une petite analyse, puis on a regardé. On pense que c'est peut-être une autre clientèle à laquelle on n'a pas nécessairement accès, celle des hôtels qui font tout à pied dans le village, qui n'ont pas nécessairement envie de visiter la périphérie, de Magog, Eastman, etc. Fait qu'en fait, c'est notre pari. À date, je te dirais que c'est pas mal ça qu'on a, cette clientèle-là, à laquelle on n'avait pas accès. Mais là, c'est encore très difficile à dire parce qu'on s'entend, on n'a pas eu d'été encore. C'est surtout, malgré le fait que, oui, Offord, ça roule un peu l'hiver, mais c'est surtout la montagne, mais ça se passe quand même beaucoup l'été. Fait qu'on a bien hâte à cet été voir comment ça va bouger puis comment ça va être dynamique, là. Mais c'était, en fait, nous, un exercice de style un peu, là, ouvrir une deuxième boutique facile, on peut partager du staff, puis on voit si on aime ça, avoir plus d'une boutique, puis si c'est quelque chose qui peut être durable, parce que dans nos secteurs de vente, notre clientèle à la boutique est quand même vraiment fidèle. Là. Je dis que il y a bien des gens qui ont délaissé le commerce indépendant, mais je ne veux pas généraliser parce que ceux qui sont fidèles le sont. Là.
ils sont purs et durs, puis ils ont encore envie qu'on soit là, ils nous donnent beaucoup d'amour. Fait que ça passe aussi beaucoup par nos boutiques. Pas exclusivement, par contre. Les dépositaires sont pleins d'amour aussi. Tu avais quelque chose, je pense, Pascal? Ça fait environ 2 mois que la boutique est ouverte, hein, si je me trompe? Oui, ça fait 3 mois. Ça vient juste de faire 3 mois. On a ouvert le 9 décembre. C'est ça, fait que c'est encore jeune là, pour avoir des résultats et tout. Là. Oui, là, on est vraiment encore en fait de il manque encore une affaire, il manque telle affaire. OK, oui. Mais tu parlais de la relation avec la clientèle en boutique, la fidélité des gens en boutique, que ce soit chez un dépositaire ou en boutique physique là, que tu peux manifester. L'achat local, dans cette vision-là, est importante pour entretenir cette dynamique-là de proximité avec les gens, avec vos clients, avec la clientèle. Fait, le message au niveau de la boutique, je pense, c'est de se garder la porte ouverte pour aller visiter ces boutiques-là de fabricants locaux qui font en sorte que ça fait une différence dans la relation versus une grande surface où ben, on a peut-être 1, 2, 3, 4 $ de moins sur des items, mais il y a quand même une proximité qui n'est pas là. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour toi là, dans la façon dont tu mets en place tes boutiques puis des choses comme ça. Ben oui, ça, c'est clair. Puis, si on regarde aussi le consommateur en pandémie, qui a fait des achats en ligne, donc des achats avec lesquels il n'y avait plus il n'entrait plus en lien avec des gens. Après ça, bon, il y a eu vous savez, il y a aussi la pénurie de main-d'œuvre. Fait que là, les gens ont délaissé les commerces de détail puis la restauration parce que c'était des milieux qui ont été identifiés comme étant plus précaires aux fermes. Donc, il y avait beaucoup de pénurie de main-d'œuvre dans les épiceries notamment, ce qui fait que le mouvement vers les caisses électroniques s'est accéléré. Donc, maintenant, on peut presque magasiner entièrement sans parler à des humains. Puis je pense que ça, c'est vraiment un problème là, qui a fait en sorte que c'est devenu comme normal. Puis c'est devenu comme... il y a eu quelque chose qui a changé, la peur de l'autre ou je ne sais pas exactement, qui fait en sorte que les gens ont moins peut-être le besoin, le désir, ou se rappellent même plus à quel point c'est le fun de connecter avec son commerçant indépendant. Puis effectivement, c'est vraiment au cœur de la relation, je pense, d'affaires. Puis il faut ramener ça au cœur de notre expérience d'achat. Moi, c'est comme ça que je le vois. En réalité, on a le choix de comment on consomme, puis il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y en a pas de bonne réponse, il y a juste notre réponse selon qui on est, selon ce qu'on considère comme important, selon nos priorités, nos valeurs. On peut décider que pour nous, mettons, le café, c'est très, très important. Mais là, à ce moment-là, pourquoi pas faire le détour par notre torréfacteur préféré puis acheter en 5 kilos, tu sais, au lieu d'aller à l'épicerie puis d'acheter un sac qui a été torréfié 6 mois puis qui goûte plus rien, tu sais. Fait en se faisant plaisir, ben on contribue aussi à l'économie locale. Moi, comment je le vois par rapport à ce que vous parliez au début, puis comment est-ce que ça peut faire une différence, c'est vraiment, je pense, de reconsidérer les achats en commençant en priorisant, dans le fond, notre commerce indépendant de quartier préféré. Admettons, je vais donner un exemple. Admettons que moi, je suis pas loin, je suis à côté de Magog. Je vais commencer par 1, 2, 3, 0 déchets. Puis après ça, je vais aller chez Avril. Puis après ça, si je ne trouve pas, je vais aller ailleurs, dans une grande surface pour acheter ma moutarde de baseball, mettons. Mais avant, je vais avoir fait, si possible, mes achats en vrac localement. Si possible, après ça, mes achats bio localement. Puis après, puis franchement, depuis que je fais ça, puis ça fait quand même longtemps, puis ça me coûte pas plus cher, mon panier, puis c'est pas plus compliqué. C'est juste d'avoir choisi de procéder de cette façon-là pour certains achats. Puis il y a d'autres achats, comme je te parlais de café, parce que moi, je suis une fan de café.
ben moi, je l'achète directement chez le torréfacteur, là, c'est sûr. Mais ça fait partie de mon plaisir. Puis ça peut être jumelé à mon petit café du samedi matin ou à une marche que je vais me. Tu sais, fait que c'est juste pour moi, acheter local, c'est devenu c'est presque une passion, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est comme ma bataille, tu sais, chacun ses batailles. Mais en même temps, tu sais, c'est parce que derrière toutes ces personnes-là, tu sais, il y a les gens, tu sais, quand je m'en vais chez Fitchby, puis là, je croise Miloche, puis là, je dis « Hey, comment ça va? » Ou quand je m'en vais chez Géogène, puis je croise Samuel, puis là, je prends des nouvelles. Tu sais, pour moi, ça m'apporte vraiment, vraiment beaucoup de bonheur, tu sais, d'avoir un contact direct chez tous ces petits entrepreneurs-là. Puis, si tu veux, je peux aussi te dire qu'est-ce que ça fait dans l'arrière-scène. C'est qu'en fait, toutes ces personnes-là qui tiennent les commerces indépendants, ce sont eux qui favorisent je dirais, le foisonnement. Ce sont eux qui permettent l'accessibilité des produits des petits producteurs. Donc, on sait qu'au Québec, 99% des emplois, c'est des PME. Hein? Donc, PME, 500 employés et moins. C'est sûr que même 500, c'est très gros, là, à mon avis, dans mon livre à moi, mais le commerce indépendant, c'est là que la personne qui met en marché sa nouvelle sauce piquante ou sa nouvelle bombe de bain, c'est là qu'elle va pouvoir distribuer. Elle ne pourra pas aller dans des grandes chaînes où est-ce qu'il y a des produits qui sont homogénéisés, pasteurisés, qui sont distribués à grande surface. Puis ces produits-là sont super importants parce qu'ils génèrent beaucoup d'emplois. Puis la personne qui achète ses sauces piquantes, qui fabrique ses sauces piquantes, a fait imprimer à l'imprimeur du coin. Ses enfants, ils vont à l'école au coin de la rue. Ils s'en vont au resto à Magog le soir. Tu sais, c'est toute une économie, en fait, qui est un peu invisible, que les gens ne se rendent pas compte, qui fonctionne, dont la base, c'est le commerce indépendant. Donc, si du jour au lendemain, notre commerçant indépendant, il est aux prises avec lui aussi des pénuries de main-d'œuvre parce que, bon, il n'y en a pas, tu sais, puis qu'il faut qu'on donne des plus hauts salaires parce que maintenant, McDo, il y a 20$ de l'heure. Après ça, la hausse des matières premières qu'on ne veut pas toujours refléter à nos clients. Fait que là, on accepte de faire moins de marge ou de garder nos prix bas, mais comme en même temps, tu sais, notre loyer vient d'augmenter, notre électricité vient d'augmenter, puis là, ben, la matière première vient d'augmenter. Donc, on s'entend, la marge est très mince. Si en plus, il y a une diminution de fréquentation, tu sais, moi, ça m'inquiète l'avenir de la PME parce que je me demande c'est où et reste quoi, dans le fond, comme marge pour le commerçant indépendant quand tout ça arrive, tu sais. Mais comme je vous dis, je pense que c'est juste de remettre l'expérience d'achat au cœur, au cœur de la relation. Parce que oui, on a un pouvoir d'achat. En fait, c'est le seul pouvoir qu'on a, c'est notre pouvoir d'achat. Puis c'est notre pouvoir de changement aussi, parce qu'à force de tout le monde faire les bons choix d'achat, c'est ça qui permet aux entreprises de se développer, puis qu'on ait accès à des produits plus intéressants, des opportunités plus intéressantes, des produits plus écologiques. C'est ça qui permet la créativité et le développement de nouvelles initiatives. Tu as tout à fait raison, Marie-Ève. Ouais. Ça m'amène à penser que dans les années 90-2000, c'était ça le portrait. Les gens ont délaissé les petites PME, ils se sont tournés vers les grandes surfaces. C'était l'avènement des grandes surfaces et tout. Puis, encore plus insidieux que tout ce que tu dis, que l'effet direct sur les PME avec lesquels on transige, c'est que les grandes surfaces, eux autres, importent des produits de masse fabriqués dans les marchés où ça coûte le moins cher possible pour amener du gros volume à bas prix. Puis, ça a amené, au début des années 2000, tout un délestage de l'industrie du textile québécois qui était florissant à cette époque-là. Aussi le cuir au Québec, les produits de cordonnerie, qu'il y avait à Québec des usines, puis qui ont toutes fermé parce que les gens sans se rendre compte,
en délaissant les petites PME puis se tournant vers les grandes surfaces, ce que ça fait, c'est qu'eux autres ont encouragé seulement que les produits étrangers. Fait que c'est délester les usines de production les expertises qui sont locales aussi. Puis que ça, il y a eu un impact pendant de 90 à 2000, 2010. Ça a été une chute complète de ces industries-là au Québec et ils sont devenues quasiment inexistantes. Il y a quelques entreprises qui ont survécu, je pense à Attraction, qui est un de nos fournisseurs. Eux autres, pour survivre, ils ont arrêté de produire local, ils vendaient que de l'importation pour s'adapter à la nouvelle couleur du marché. Puis là, avec vers la fin des années 2010, à partir de 2015, il y a eu une hausse de la demande des produits locaux. Ils se sont remis à faire de la production locale et là, ils sont plus grands en production locale, mais c'est le même phénomène qui pourrait se reproduire si les gens continuent sans les accuser de rien, mais juste d'encourager localement, ça permet aussi les usines de production ou les expertises locales de se maintenir, puis de rester en vie, puis d'être florissantes. Puis en étant florissantes, nous autres, on a des meilleures options, on a des meilleurs prix pour le consommateur en bout de ligne. Fait que c'est insidieux, tu sais, toute cette chaîne d'approvisionnement-là, là, quand on se tourne vers des grandes surfaces qui, eux, tu sais, même on pourrait se tourner vers une grande surface et acheter des produits locaux dans les grandes surfaces pour qu'eux comprennent que les clients veulent ça, tu sais. C'est pas d'éviter les grandes surfaces complètement, mais c'est juste de focusser nos énergies sur le produit local parce que c'est important, plus qu'au-delà d'encourager la PME, parce que les usines continuent de produire, continuent d'offrir de la variété. C'est une économie florissante locale aussi qui permet de survivre, là. Ah oui, j'aime ça. Je voulais t'amener, Marie-Ève, justement, sur ce filon-là. Toi, tu as le chapeau aussi d'être producteur, tu sais, de produire, d'acheminer de l'emploi, des choses comme ça. On a parlé de la boutique parce que t'en tiens, mais au niveau de fournir le produit aussi, si l'expertise est toute exportée, si les matières premières continuent d'augmenter, si la réponse au niveau du consommateur n'est pas là, au niveau de ta chaîne de production, il y a un impact. Ça crée quelque chose de néfaste, dans le fond, là. Oui, ça, c'est clair. Tu vois, dans le fond, une des premières décisions qu'on a dû prendre post-pandémie, ça, c'est une décision de fourniture, là, finalement, c'est de transformer notre recette de savon de base parce qu'on n'avait plus accès à de l'huile d'olive à prix raisonnable. Dans le fond, ce qui nous a forcé à retourner à nos cahiers à dessin puis de dire, ben là, si aujourd'hui on avait le choix, si aujourd'hui on avait à rechoisir notre huile de base, qu'est-ce qu'on choisirait? C'est quoi les options ici? Fait que là, on a regardé pour des huiles canadiennes. Donc ça, c'est une super belle opportunité. Donc, au-delà de la crise, tu vois un petit peu les cadeaux, mais tantôt, Pascal, tu parlais d'adaptation. Moi, je pense que c'est vraiment ça, là. Au niveau de la production, là, c'est s'adapter, mais à un moment donné aussi, c'est essoufflant, là. Puis c'est difficile. L'année passée, on a passé toute l'année à... Nous, on a une année 2022 à perte, là. D'ailleurs, il va falloir que j'annonce à mon banquier bientôt. Mais on a une blague, mais c'est vrai quand même. On a une année 2022 difficile parce que toute l'année, on a voulu retenir notre structure pour protéger nos emplois puis garder notre monde au cas où ça reparte. Fait qu'on a produit, on a pelleté par en avant, on a produit d'avance, on a gardé l'inventaire haut pour essayer de maintenir notre structure puis garder tout ça tel quel, espérant que ça passe. Mais effectivement, l'impact de la diminution de fréquentation chez nos dépositaires, puis dans nos boutiques, puis sur le web aussi, ben ça fait que notre chiffre d'affaires diminue, ce qui en soi n'est pas tant, c'est pas si grave parce que, moi, je le comprends très bien, là. La décroissance dans un monde fini où est-ce que les ressources sont finies, puis où est-ce que c'est pas nécessairement négatif, sauf que ultimement, comme j'ai expliqué, quand nos matières premières augmentent, quand il faut augmenter les salaires, puis notre achalandage diminue, ben il n'y a plus beaucoup de marge pour faire quoi que ce soit. Ben nous, ça s'est malheureusement résulté sur des pertes d'emploi. Donc, il y a eu un lien direct. C'est sûr qu'il faut qu'on réduise notre équipe. Donc, il y en a des permanents, puis il y en a des temporaires.
En ce moment, on roule à effectif réduit à l'usine. Puis en fait, on a carrément arrêté notre production de savon. C'est la première fois qu'on fait ça en 18 ans là, pendant un mois pour transformer notre inventaire en cash, là, finalement, pour pouvoir continuer à rouler. Tout en prenant d'autres décisions là, de diminution de structure. Mais si on regarde un peu, parce que moi, je me suis dit, bon, les chiffres semblent un petit peu entre 2018 et 2019. Qu'est-ce qu'on n'avait pas en 2018-2019? On n'avait pas l'usine, mais ça, je peux pas quitter l'usine. Fait que là, il faut que je trouve d'autres dépenses à diminuer. Mais dans tout ça, il y a des opportunités. Nous, on a décidé qu'on allait se débarrasser ou se départir de toute notre flotte de véhicules. Donc, parce qu'on les utilise beaucoup moins post-pandémie. Donc, c'est de regarder, c'est quoi les opportunités, puis de voir est-ce que plutôt on ne pourrait pas faire venir les gens ici, maintenant qu'on a une usine, maintenant qu'on peut l'ouvrir au public, maintenant qu'on n'a plus besoin d'être en distanciation. Fait qu'hier, par exemple, ou avant-hier, lundi, on a eu notre première visite d'usine de nos dépositaires. Ils ne l'ont même pas vu encore. Puis il y a eu. Donc, derrière tout ça, il y a des opportunités, puis il y a des opportunités de connexion. Puis on a tous les mêmes enjeux. Puis moi, l'idée, c'est pas d'attirer le spotlight sur moi ou de trouver une solution individuelle à cette crise-là, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut. C'est un long shot, ça va être beaucoup plus long que j'essaie de régler, de trouver la solution pour moi, mais c'est de voir c'est quoi les opportunités pour que le client remette le commerce indépendant au premier plan ou à la première importance, dans son premier choix d'achat. Moi, c'est vraiment ça, mon obsession. Là, puis ça va passer. Tous mes efforts sont mobilisés là-dessus. Puis, tu sais, ce que je trouve important dans ce que tu as amené dans le côté plus, je veux dire, fournisseur, si on veut, aux fabricants, c'est que, tu sais, on parle beaucoup du consommateur qui a un rôle à jouer, mais tu as nommé quelque chose de super important, puis, tu sais, peut-être que toi, c'est intrinsèquement, puis tu t'en rends pas compte, mais c'est hyper important de voir que les fournisseurs ou les producteurs, eux aussi, ont un impact dans l'achat local. Tu as choisi de dire, bien, l'huile d'olive, elle me coûte trop cher. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux consommer local, moi aussi, dans mes matières premières? Comment je peux me redéfinir pour moi aussi être un acteur important dans l'économie locale de chez nous? Il y a, oui, certes, le consommateur en bout de ligne qui vient dans les boutiques puis qui encourage toute la ligne de production au complet, mais je pense que chaque personne sur la ligne, que ce soit les fabricants, que ce soit le consommateur, que ce soit les détaillants, que ce soit les dépositaires, ont un enjeu ou un impact dans toute cette grande ligne-là qui est l'achat local. Puis nous, en tant que fournisseurs d'articles promo, toi, c'est ta grande bataille de ramener les consommateurs dans les boutiques. Nous, c'est notre grande bataille d'ouvrir les yeux sur, des fois, ça ne coûte pas tant plus cher ou c'est pas tant plus dispendieux de choisir un article qui a été fait local versus l'importation. Fait que c'est ça, nous, notre enjeu. Puis si on n'en parle pas suffisamment de l'achat local, bien, on n'aura plus cette ressource première-là à proposer parce qu'elle n'existera plus. On n'aura plus tes savons à proposer si tu fermes. Donc, on devient, nous aussi, un acteur, même si on est je vais dire quasiment en fin de ligne, là, on est vraiment loin dans le processus de l'achat local. Mais je pense qu'en tant qu'entreprise, avec cette valeur-là, de faire connaître les acteurs d'ici, on se devait de débattre de ce grand sujet qui est comment on peut faire en tant que consommateur, en tant qu'être humain, pour rétablir l'équilibre entre le grand exode, puis le pro-tagué achat local dans toutes les formes. Là. Comment on peut rétablir l'équilibre là-dedans? Je sais pas si tu as des pistes de solutions à apporter sur, ce serait quoi, toi, ta façon ou les gestes qu'on pourrait faire au-delà, tu en as nommé quelques-uns, mais au-delà de se convertir complètement pour encourager cette finesse-là de l'achat local? C'est une excellente question, Caroline. Dans le fond, là, je pense que c'est de présenter le topo complet, puis pas juste le prix. Tu sais, je vais donner un exemple super simple. Moi, j'ai un fournisseur, puis je vais le nommer, je l'adore, OK? C'est la ferme Améroquois qui a racheté les huiles Champi. C'est un fournisseur avec qui je collabore depuis 2008, OK? Puis quand il y a eu Janelle qui a racheté,
Christian, avec qui j'avais un historique d'amitié de longue date. Puis Janelle, je le connaissais un petit peu moins, puis il commençait, puis il était un petit peu nerveux, puis là, il me parlait de prix, puis bon, là, des fois, ça accroche un peu, puis, mais je le connaissais pas beaucoup. Puis l'été passé, il y avait une porte ouverte à sa ferme. Puis Janelle, j'avais pas compris toute l'histoire, puis tout le travail derrière tout ce qu'il avait fait. Janelle, il a déménagé une ferme d'agriculture de tournesol. Tu sais, c'est comme dans la série des affaires difficiles, là, ben, je pense que ça vient au top. Là. Tu sais, je connais pas beaucoup. Moi, j'ai déménagé des entreprises touristiques, ça aussi, c'est top. Mais on n'avait pas les plans physiques à déménager, tu sais, les petites plantes. Là, tu sais, fait que Janelle, il a réussi ça. Et ce qu'il a fait, c'est grandiose. Puis quand je suis allée à sa ferme, puis que j'ai vu ça, puis que je l'ai entendu parler de son histoire, puis que j'ai vu ses installations, puis j'ai compris. Bon, là, il ne faudrait pas dire à Janelle ce que je viens de dire, puis je vais sûrement envoyer le reportage, là, il va sûrement rire. Mais là, Janelle, là, quand il va me dire qu'il augmente son prix, là, ça va être correct. Là, ouais. Tant et autant que ça reste raisonnable, puis je suis encore capable de travailler avec, là, c'est plus une question de prix, c'est une question d'amour, de relation, de priorité. Tu sais, comme si, mettons, là, tu as deux choix, on va y aller avec le savon, parce que pour moi, c'est vraiment plus facile là, qu'avec les tucs ou d'autres choses. Là, mais tu sais, si, mettons, là, comme on pouvait ramener l'histoire derrière le fournisseur dans la proposition d'affaires, tu sais, de dire, tu sais, il y a ces savons-là qui viennent, tu sais, je ne sais pas moi, des États-Unis ou de la Chine. Puis il y a aussi, mettons, la savonnerie des Diligences et voici leur petit portrait d'usine parce que derrière ce savon-là, il y a des choix, il y a de l'amour, il y a des GES qu'on diminue parce qu'on a décidé d'utiliser un mélange d'huile 100% canadienne. Il y a des imprimeurs du Québec, il y a des graphistes du Québec, il y a plein de gens qui travaillent, il y a des gens... ici au bureau, il y a des petites PME, il y a une firme marketing qui nous aide, il y a un hébergeur, il y a une graphiste, il y a une fille du web. Tu sais, il y a tout un système économique. C'est plus un savon qu'on achète, c'est une économie locale. C'est ça qu'on achète quand on achète québécois. Fait que s'intéresser à l'histoire, l'histoire qui est en arrière de ça, ça va au-delà d'un prix, s'intéresser à tous les impacts que ça a. Mais moi, j'ai une petite histoire par rapport à Caro qui a vécu au Portugal. Elle est rentrée dans une boutique souvenir, puis elle voulait un souvenir local. Puis dans les boutiques au Portugal, c'était que de l'importation, des produits faits en Chine. Puis Caro voulait avoir quelque chose de fabriqué local, de la culture locale. Comme les boucles d'oreilles. Puis ce qui est arrivé, elle a demandé au commerçant. Le commerçant, il a dit, ben, il y a ça dans ma boutique. C'était des petits plats. Ils sont fabriqués à proximité, mais avec la pandémie, ils ont fermé. C'est les derniers modèles qui restaient. Puis, il n'y en aurait plus de ces petits plats-là. Puis, c'est ce qui a convaincu Caro d'acheter ce souvenir-là. Exactement le modèle de petits plats. Donc, moi, je pense que ce que les gens doivent faire, c'est le demander. Puis, en le demandant, s'il n'y a pas de produit de fabrication locale, fine, tu te contentes d'autre chose. Mais le commerçant, à ce moment-là, lui, il sait que toi, tu as un intérêt. Tu communiques ton désir d'acheter local. Fait que là, lui, ce commerçant-là, il a vendu le produit avec une histoire et tout, mais il sait qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver et qui vont demander des produits fabriqués locaux, puis il vient de vendre ces derniers. Il va essayer de mettre dans sa ligne d'approvisionnement un autre produit local pour un autre client comme Caro qui va arriver en boutique. Oui, tout à fait, vraiment. C'est ça. Je pense que je ne m'attendais pas à ce que tu racontes cette histoire-là, mais c'est ça aussi, tu le mentionnais tantôt, puis je ne voulais pas te couper, mais l'achat local, ce n'est pas d'en faire une mission à tout azimut, mais c'est d'en faire une habitude. C'est d'en faire un circuit, c'est d'en faire quelque chose qui fait que ton café le samedi matin, il vient avec une histoire, il vient avec une émotion, il vient avec « Ah, ben j'ai donc bien hâte de retourner voir Samuel à tel torréfacteur parce que je sais qu'il va me redonner ou il me connaît suffisamment pour que quand il va avoir un nouveau produit, il va penser à moi. » Ça crée des liens, ça crée des histoires. Je pense que ça l'enrichit tout simplement le day-to-day, le quotidien de tout un chacun, autant du côté producteur que du côté du consommateur. Fait que je pense que le message aujourd'hui, c'était vraiment ça, c'était de ramener
l'humain au cœur de la consommation, puis de faire des choix, le thème de l'année, des choix éco-conscients, des choix où tu te dis, c'est quoi le compromis que je suis prêt à faire? Ben, j'ai décidé d'acheter mon café en plus gros format, je vais en avoir plus longtemps, je vais me faire des pots qui gardent sa fraîcheur, je vais prendre des savons à ma savonnerie locale, mais je vais les consommer différemment, je vais encourager les retailles de savon pour faire ma vaisselle. Je vais aller voir ce qu'il y a de nouveau chez mes boutiques préférées. Puis au-delà de ça, ben, pour le reste, ben, je continuerai à faire mon train-train quotidien, mais au moins pour mes plaisirs, pour les cadeaux, pour des occasions, ben, je vais retourner de plus en plus vers l'expérience d'un commerce local. Puis là, je vois que le temps file, puis je ne veux pas qu'on manque ça parce que tu as une belle surprise pour les gens. On parle d'histoire depuis tantôt, on parle du revers de la médaille, on parle de voir l'envers du décor. Puis tu nous as proposé de faire une petite visite de tes installations, de chez vous. C'est une façon virtuelle d'amener les gens dans ton usine. Fait que si tu es d'accord, je serais bien partante pour qu'on puisse faire le tour. En fait, juste avant ben là, parce qu'il faut que je sorte de mon bureau, tu sais, je voudrais juste rajouter de dire, pourquoi pas, tu sais, le café, il goûte plus pareil le matin quand tu sais qu'il l'a fait. Ton savon, c'est pas la même expérience de te laver quand tu connais. Fait que, il y a comme toute une dimension aussi d'amour que tu peux intégrer à ta vie en utilisant des produits locaux. Fait que là, je vais tourner la caméra de l'autre côté. Ah, t'es fine de nous faire vivre ça. Yes. Fait que, donc, ça ici, c'est, on est dans un ajout, dans le fond, qu'on a fait à l'usine originale avec mon bureau, qui est quand même assez propre, mais pas 100% propre. Donc, un ajout à l'usine originale de 2000 pieds carrés. Puis, tu sais, quand je vous disais l'humain au cœur, bien, ça, c'est notre équipe. Donc, on a fait prendre des petites photos, puis un photographe, puis on a fait des petites bios. Donc ça, c'est notre usine. Puis on ne sort pas, là, mais je veux juste vous montrer je veux juste absolument vous montrer qu'on a la chance d'être en campagne, tu sais. Là, il fait encore la neige, mais tu sais, on a une super grosse terrasse, puis on est vraiment chanceux d'avoir accès à la nature. Fait que ça c'est super. Salut, Annie. Fait que, elle se fait pogner. Oups, en plus, elle vient d'échapper ses lunettes. Fait que là, on va rentrer dans la partie usine à l'envers un peu. Donc, ça, c'est comme un peu la dernière étape, là, le conditionnement de produits ici, la finition qu'on appelle, là, où est-ce qu'on étiquette nos savons avec nos belles étiquettes, puis où est-ce qu'on les entrepose dans le magasin. Donc, on appelle ça le magasin, mais c'est l'espace d'expédition où est-ce que les produits sont stockés une fois conditionnés, terminés, prêts à être sélectionnés donc par les commandes. Là, je vais pas filmer les filles, là, je vais juste filmer son cachet. Oui, non, ils ne sont pas tout à fait cachés, mais on voit ici la chaîne de montage des commandes. Donc, ça, c'est l'expédition. Puis ici, on retourne à rebours. Donc, avant d'être expédiés, les savons sont conditionnés, puis avant, sont séchés. Donc, on voit ici, on a des gros formats. Ça, c'est toute notre salle de séchage. Là, ça ressemble un petit peu à une salle d'affinage de fromage, là, mais puis on va rentrer dans les rangées. Donc, c'est tellement impressionnant à voir. Oui, c'est vraiment cool. Hein? Pour vous donner un ordre de grandeur, là, en réalité, la première salle de séchage de savon, là, on avait à peu près l'équivalent de une de ces sections-là. Puis là, qui comptait 2000 savons. Puis là, on en a 40 000 là, qui peuvent sécher en même temps. Donc, on a tout réorganisé en pandémie de façon optimale. Là, c'est-à-dire ça, la fin, là, on est à la fin de la salle de séchage, ça, c'est les trucs qu'on prend le moins souvent. Bien, c'est les petits formats pour les bonbonnières. Ça, on le fait une fois de temps en temps. Mais ceux qui sont là-bas, au bout, est-ce que c'est très accessible? C'est nos plus grands vendeurs pour minimiser les pas. Là, c'est après ça, on rentre dans la savonnerie, on rentre à l'espace de fabrication puis de coupe. Comme là, avant d'être séchés, les savons sont coupés. Donc là, on voit les tables de coupe ici. Là, il n'y a pas eu de savon aujourd'hui. Comme je vous ai dit, la production est arrêtée pendant quelques semaines, mais ils ont fait quand même des recettes sur mesure, fait qu'il y a eu la fabrication cette semaine. Donc, on voit les coupeuses sont juste là. En dessous, c'est des cordes de guitare.
Puis avant d'être coupés, bien, ils sont fabriqués. Mais on voit nos huiles essentielles ici, donc notre matière première. Mais c'est là que ça se passe. En fait, là, c'est l'espace de fabrication de savon. Où est-ce qu'il y a quelques années, bien, quand on est déménagé à l'usine, on a fait des grosses améliorations. Là, je ne sais pas si vous voyez les tuyaux. Donc, les tuyaux là, qui passent là, c'est l'huile qui est acheminée directement. Je vais vous montrer où est-ce que sont les tôtes de l'autre côté, là, à la réception. L'huile est acheminée directement à nos savonniers via les petits tuyaux. Puis le tuyau isolé, c'est l'huile de coco, donc c'est un tuyau chauffé. Ça existait dans l'alimentation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pèse nos huiles. Ensuite, on envoie sur la cuisinière dans un chaudron en stainless. Puis, on va faire réagir l'hydroxyde de sodium dans l'eau qu'on va ensuite mélanger là, les deux substances avec un gros mélangeur à main. Une autre fois, je pourrais vous montrer en action. Là, c'est un petit peu plus statique. Là. Puis, une fois que le mélange est, on rajoute nos huiles essentielles, puis on coule dans ces moules-là. Les moules l'intérieur est en silicone. Puis avec un revêtement de bois. Puis il va y avoir un refroidissement pendant 24 heures. Puis c'est après ça qu'on va couper avec la coupeuse. Et puis, je vous montre juste le point de départ, mais en fait, c'est moins excitant. Je vais juste vous montrer un peu le tote de l'huile d'olive à ça, mais ça, c'est notre espace de réception, expédition. Puis c'est là qu'on met notre matière première. Tu sais, vous voyez les totes d'huile. Dans le fond, c'est ça qu'on raccorde là, à la ligne de production. Puis ça, on est bien content puis pas mal fiers d'avoir fait ça parce qu'on y pensait à ça depuis que c'était chez moi sur Diligence. Là. C'était vraiment un rêve qu'on avait de faire ça. Fait que grosso modo, c'est pas mal l'usine. Il y a d'autres espaces en haut, mais je ne vous montrerai pas parce que c'est moins parlant un peu. Dans le fond, on sépare la fabrication des produits corporels. Elle ne fait pas partie des produits qu'on fabrique en bas où est-ce qu'il y a le savon, juste par mesure de sécurité ou pour ne pas contaminer les ingrédients. Mais ça, c'est notre petite usine. Puis, tu sais, le contracteur il me connaît vraiment bien parce que j'aime le turquoise, fait qu'il m'avait fait une surprise de peinturer mes portes en métal turquoise. Fait que, dans le fond, il y a toujours moyen d'être créatif, peu importe le projet, on peut toujours ajouter sa couleur. Fait que voilà. Moi, ce que je trouve incroyable, là, c'est que, tu sais, là, je la vois en virtuel. J'ai eu l'honneur de faire le tour 2 fois. Puis à chaque fois, je suis émue de voir à quel point tout a été pensé. Puis ce que tu dis pas, puis que nous, on a eu la chance d'entendre, c'est que oui, le truc d'huile, de transport d'huile, c'est impressionnant, mais tu sais, ça a été fait dans le souci de alléger les risques de blessures parce que c'est pas léger, cette affaire-là, mais c'est aussi basé sur l'expertise d'un de tes employés que tu as favorisé de laisser sa créativité. Fait que, tu sais, la créativité, c'est pas juste dans le savon au bout, mais ça a été dans toutes les sphères de ton entreprise, au niveau des ressources humaines, au niveau de tout ce que tu touches, tu y mets ton cœur. Je pense que ça mérite d'être dit. Parce que ça se ressent dans le petit savon du bout de la ligne, ça se sent parce que chaque employé met autant de cœur que toi dans cette production-là. Puis c'est ça qu'on encourage quand on fait des achats locaux. C'est cette finesse-là, c'est cet amour-là, c'est cette curiosité-là de développer des produits nouveaux parce qu'il y a une réponse, parce qu'il y a un engouement, parce qu'il y a les clients au bout qui sont au rendez-vous. Bien, je pense que c'est ce qui fait que tu as pu développer pas juste un savon, tu sais. Tu en as fait plusieurs. Puis, je te remercie grandement. J'espère que j'ai hâte de voir la réponse des gens, mais cette petite visite virtuelle-là, c'est du gros bonbon. Puis, ce que tu as dit tantôt, c'est que c'est ouvert au public. Oui, bien là, c'est pas encore organisé. On a commencé les visites d'usine, mais notre désir, c'est ça. Puis, on va annoncer bientôt, d'ici, je dirais, dans les 3 prochains mois, il va commencer à avoir des visites ouvertes, gratuites pour monsieur, madame, tout le monde, là, tous les clients particuliers qui désirent venir visiter. Là. Donc, c'est ça notre intention. Manquez pas ça parce que ça vaut vraiment la peine. Puis dans le fond, ça va être sur ton site web, ça va être sur tes réseaux sociaux quand ça va sortir. Fait que quand ça sera prêt, nous, on va le partager avec grand plaisir parce que pour être allé sur place, c'est next level un coup que tu es là. Puis on voit toutes tes petites abeilles qui travaillent, ils sont toutes organisées. C'est rapide, mais c'est hyper fluide. Puis, on voit que tout le monde a
a ça à cœur. Fait que c'est beau ce que tu as créé, Marie-Ève. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui dans tout ton horaire de nous entretenir sur l'importance d'encourager les gens de chez nous. Hein? C'était pas mal. Merci à vous deux pour ce que vous faites, puis de prendre la peine de parler. Tu sais, c'est ça, c'est pour ça aussi que je vous ai choisi il y a plusieurs années, puis je suis tombée en amour avec vous aussi. Tu sais, fait que, puis pour cet amour-là commun qu'on a de créer le monde de demain, fait que je vous remercie vraiment. Mais un très grand merci. Fait que j'espère que ça vous a inspiré tout le monde, puis que ça vous a donné des pistes de solutions sur. C'est pas obligé d'être grandiose pour commencer quelque chose. Il faut juste commencer au point A. Puis de se rappeler que derrière le produit, assurément, il y a une histoire, puis il y a quelque chose de bien encouragé. Fait qu'on se dit au revoir à une prochaine fois. Puis merci beaucoup de ce temps. Merci à vous. Bye bye. Bye bye.